Monsieur le vice-président exécutif de la Commission européenne, mesdames, messieurs les ambassadeurs et mesdames, messieurs les membres de l'Académie Notre Europe et jeunes d'autres horizons venus en nombre cet après-midi, soyez tous les bienvenus à la 3e conférence Jacques Delors. Ce qui nous réunit aujourd'hui, quels que soient nos âges, mais sans doute plus encore les jeunes générations, c'est une préoccupation sourde mais constante, une inquiétude lancinante, parfois une anxiété même, devant le dérèglement du climat. L'été approche et je sais pour beaucoup d'entre vous une perspective de vacances, de voyage au terme de l'académie, mais aussi la crainte d'un été étouffant, sec, caniculaire, trop précoce, prolongé, d'un perpétuel été. Nous devons l'affronter. La transition écologique est une expression sans doute un poil technique et presque tranquillisante pour décrire ce qui s'annonce pas moins qu'une rupture avec nos modes de production et de consommation. En fait, la vraie notation qui nous importe aujourd'hui, c'est celle de notre dette cumulée de CO2. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi l'envie d'agir, de saisir comment l'Europe devient un levier de changement. Et c'est tout le débat de notre conférence cet après-midi, pour anticiper peut-être un autre débat, celui qui, espérons-le, sera au cœur de la campagne des élections européennes prévues dans un an tout juste. Alors j'aurais beaucoup de remerciements à faire pour cette journée, envers d'abord ceux de mon équipe qui l'ont méticuleusement préparée, et jour et nuit, je peux témoigner. Et je pense d'abord à Sofia Fernandez, la directrice de l'Académie Notre Europe. Mais je veux aussi remercier ceux qui nous permettent de nous réunir cet après-midi. Je veux citer nos fidèles partenaires, la Massif et la Fondation Gulbenkian, fidèles partenaires de notre think tank, dont vous pourrez visiter les stands de tout à l'heure dans notre forum avec nos autres partenaires. Je remercie évidemment et généreusement la Commission européenne, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la région Île-de-France pour leur soutien de la première heure. Et bien sûr, je remercie notre hôte, l'Académie du climat, avec qui nous travaillons sur ce projet depuis de nombreux mois. Remercier l'Académie du climat, c'est en fait remercier la ville de Paris qui nous accueille aujourd'hui, et je salue son maire adjoint, Arnaud Gatcha. Arnaud, dès que je vous ai parlé de ce projet il y a quelques mois, vous avez tout de suite dit oui, car cet engagement pour l'Europe, cet engagement pour le climat sont ceux que vous portez pour notre chère capitale. L'Institut Jacques Delors, vous savez, ce n'est plus seulement Paris. Le réseau s'est étendu à Berlin, à Bruxelles, et je salue mes homologues venus pour cette belle occasion avec Pascal Lamy. Mais notre port d'attache, c'est Paris, où nous sommes fiers de porter le débat européen. Soyez assurés que nous saurons le nourrir pour ce temps fort des européennes, et à commencer dès cet après-midi par nos intervenants, que je remercie par avance. Sans plus tarder, je passe la parole à Arnaud Gatcha, nous souhaitant une belle journée, qu'elle soit une journée de réflexion, de débat respectueux de nos différences et avant tout une journée d'engagement. Très bonne conférence. Merci, cher Sébastien. Je ne vais pas être trop long pour laisser la parole, évidemment, aux intervenants. C'est le principal. Tout d'abord, monsieur le vice-président exécutif de la Commission européenne, cher Frank Timmermans, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas en France, monsieur le président de l'Institut Jacques Delors, cher Enrico Letta, monsieur Pascal Lamy, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous adresser évidemment les salutations de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à vous, monsieur le vice-président, à vous, monsieur le président. Je vous ai expliqué, elle avait un engagement politique, mais évidemment, elle était là en soutien, elle aurait été évidemment là à ma place sans cet engagement, et elle suivra en tout cas tout ce qui se dira lors de cette journée. Donc c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir en qualité d'adjoint de la maire de Paris en charge de l'Europe, des relations internationales
et de la francophonie, ici à l'Académie du climat, dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Et je salue sa directrice ici présente pour cette journée consacrée à la transition écologique en Europe. Ce lieu donc, de l'Académie du climat symbolique du combat de Paris pour la transition écologique, voulu par la maire de Paris. Cette académie est ouverte aux Parisiens et aux Parisiennes tout au long de l'année pour éduquer sur les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. J'adresse mes plus chaleureux remerciements au président Enrico Letta, à ses équipes, évidemment, qui contribuent à faire vivre l'Europe dans les cœurs et les esprits, d'avoir choisi ce lieu pour cette belle conférence sur la transition écologique. Faire vivre l'Europe en ma qualité d'adjoint à la maire de Paris, en charge de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie, c'est œuvrer pour inscrire Paris dans les grands enjeux européens. J'en ai la conviction, en tant que grande capitale européenne, c'est plus qu'un choix politique, c'est un devoir. C'est pour cela que nous déployons tant d'initiatives qui font vivre l'Europe, comme la Fête de l'Europe, le label Paris Europe ou le Conseil parisien des Européens. Je tiens d'ailleurs à féliciter l'Institut Jacques Delors, qui est lauréat cette année du label Paris Europe pour son projet prévoyant une formation à la citoyenneté européenne. J'en profite pour adresser mes sincères félicitations aux jeunes de l'Académie, que je sais ici présents. Notre Europe, qui ont suivi ce beau parcours d'éducation à la citoyenneté européenne. C'est avec beaucoup d'espoir que je vois ces visages qui représentent le futur de l'Europe. Je suis particulièrement fier également du Conseil parisien des Européens, unique au monde, qui depuis 2019 représente et donne une voix à la diversité européenne de notre ville. Dans cette instance, 61 membres issus de toutes les nationalités de l'Union européenne nous apportent chaque année une véritable expertise et un éclairage citoyen sur les sujets européens. Nous avons la conviction que c'est dans l'union que réside la force. Ce n'est qu'à travers l'Union européenne que nous défendons notre savoir-vivre, les idéaux de Paris qui défendent la paix, la démocratie, les droits humains, mais aussi la transition écologique. Le retour de la guerre en Europe nous montre à quel point les peuples ont soif d'Europe et des idéaux qu'elle représente. J'ai pu le voir de mes yeux lorsque j'ai accompagné Anne Hidalgo dans l'un de ses déplacements à Kiev, ville citoyenne de la ville de Paris. J'ai vu combien les Ukrainiens, dans leur lutte, avaient cette véritable envie de démocratie et de liberté que symbolise l'Union européenne. L'année prochaine, le 9 juin 2024, vous l'avez dit, les citoyens iront aux urnes pour choisir la direction de l'Europe pour les 5 années à venir. Paris s'engagera et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire de ce scrutin un succès de participation. Faisons de ces élections une vitrine de la réussite démocratique qu'est l'Union européenne. Notre Union fait face à un danger extérieur, mais aussi à un danger intérieur avec la montée des populismes. La défense des idéaux démocratiques est plus nécessaire que jamais. Paris s'y engagera de toutes ses forces. L'Europe est aussi au cœur d'un autre grand combat qui est l'objet de cette conférence internationale. C'est sans doute l'un des plus importants combats de ce siècle, celui de la transition écologique. Les derniers rapports du GIEC nous ont montré les conséquences dramatiques du réchauffement et la nécessité d'agir au plus vite. Anne Hidalgo s'est engagée de toutes ses forces dans ce combat, et ce, dès les signatures des accords de Paris. Ce travail colossal a d'ailleurs été récompensé par l'Organisation des Nations Unies avec la remise en 2021 du prix UN Global Climate Award. Celui-ci reconnaît donc l'engagement de sa mère pour une véritable révolution écologique. C'est un travail que nous continuons à mener, notamment dès la semaine prochaine avec l'adoption du prochain plan local d'urbanisme bioclimatique qui s'inscrira les enjeux environnementaux au travail d'urbanisme que mènent les équipes municipales. Les villes sont des acteurs centraux de la transition écologique et c'est pour cela que je porte au nom de la maire de Paris un plaidoyer pour favoriser les financements européens directs pour les collectivités et les villes, si souvent pionnières. Cette voix que nous faisons entendre avec toutes nos villes partenaires européennes, monsieur le commissaire, de Lisbonne à Bruxelles en passant par notre ville jumelle Rome, c'est celle des villes actrices de la transition écologique capables de mettre en place des solutions concrètes et des politiques innovantes. Plus que jamais, nos villes progressistes sont engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons besoin de pouvoir agir librement de la volonté des États. C'est ce discours que j'ai tenu lors du sommet des capitales européennes à Stockholm auprès de votre collègue, la commissaire Vestager.
Oui, nous portons la parole d'une Europe profondément démocratique et décentralisée, donnant aux villes et aux territoires la capacité de prolonger son action. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents échanges et de riches débats. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Cette conférence Jacques Delors est aussi la session de clôture du parcours annuel de formation à la citoyenneté européenne. Je tiens donc à saluer très chaleureusement les jeunes de l'Académie ici présents et aussi celles et ceux qui nous suivent à distance sur Zoom. Avant d'en venir au sujet de notre journée, permettez-moi de dire un mot sur l'Académie. Et pour cela, j'aimerais citer Louise Weiss, car les jeunes qui ont participé cette année à l'Académie ont choisi de donner son nom à leur promotion. Louise Weiss a affirmé un jour « Impossible de concevoir une Europe sans Européens. Les institutions communautaires ont fait des betteraves, des fromages, des vins, des veaux, voire des cochons européens. Elles n'ont pas fait d'hommes européens. » 50 ans plus tard, promouvoir la citoyenneté européenne, renforcer le sentiment d'appartenance au projet européen est toujours un travail en cours. Selon un sondage Eurobaromètre récent, 55% des jeunes Européens disent ne connaître pas grand-chose ou même rien à l'Union européenne. Fidèle à la pensée de Jacques Delors, pour qui le projet européen doit être fait avec et pour les jeunes, l'Institut Jacques Delors a lancé il y a 6 ans cette Académie Notre Europe, ayant pour objectif de sensibiliser et mobiliser les jeunes en leur permettant d'acquérir de nouvelles connaissances et de vivre une expérience de civisme européen. J'aurai l'occasion de revenir sur ce parcours de l'Académie lors de la remise des certificats. Et je voudrais donc simplement, avant de passer la main à Enrico, dire un mot sur le thème de cette journée, le choix de la transition écologique pour nos échanges d'aujourd'hui. Chaque promotion de l'Académie a un thème qui sert de fil conducteur à l'ensemble du parcours, et cette année, c'était la transition écologique. Non seulement parce que, comme l'a dit Sébastien, c'est certainement le sujet qui inquiète et mobilise le plus la jeunesse aujourd'hui, mais aussi parce que 40% des jeunes en Europe identifient la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement comme le principal défi que l'Union européenne doit relever. Les jeunes ont donc des attentes importantes à l'égard de l'action européenne. Il est important d'avoir sur ce sujet un dialogue à double sens avec la jeunesse. Expliquer d'une part ce que fait l'Union européenne, mais aussi faire remonter les idées et les propositions des jeunes. Tel est l'objectif de cette journée. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir des intervenants de premier plan. Je les remercie chaleureusement pour leur présence. Le deuxième temps de cette journée sera consacré à un forum pendant lequel vous pourrez découvrir les travaux de l'Institut Jacques Delors et de sa sœur bruxelloise Europe Jacques Delors. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir l'action d'un ensemble d'autres partenaires qui seront présents au forum, leur action dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Enfin, nous conclurons cette journée par un moment culturel. Nous parlerons de la transition écologique via une pièce de théâtre écrite et interprétée par les jeunes de l'Académie sous la direction de Julien Avril. Ce que vous allez voir ce soir est le fruit de beaucoup d'heures de travail. Un grand merci aux jeunes impliqués dans ce projet. Je vous invite vraiment à rester avec nous jusqu'à la fin de la journée, vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite une très belle conférence Jacques Delors. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Ces applaudissements sont des applaudissements pour tous ceux qui ont rendu possible cette année, cette académie, cette fantastique union entre la jeunesse, les jeunes, et l'idée que Jacques Delors a toujours portée avec lui, l'idée d'Europe. Cette conférence aujourd'hui, Jacques Delors, commence donc en le nom de Jacques Delors, dans une année particulière. On est dans le 30e anniversaire, peut-être de la plus grande réalisation qui porte le nom de Jacques Delors, le marché intérieur de l'Union européenne, le Single Market, 93-2023. Le Single Market, c'est quelque chose qui est très difficile à vendre
dans le marché des débats et de la politique. Parce que marché, c'est pas très beau, c'est pas simple. Single, encore moins, on veut plus de choses. Mais en vérité, c'est notre vie à nous tous. Tous les étudiants de cette promotion, vous êtes là grâce au single market, grâce au marché unique, parce qu'on n'aurait pas pu construire l'Institut Jacques Delors comme il est aujourd'hui, avec Berlin, avec Bruxelles, je salue Johannes Lindner et Geneviève Pons, sans cette possibilité d'être tous ensemble dans une même et seule patrie, la patrie européenne. Faites-moi vous raconter simplement un tout petit exemple personnel. Moi, j'ai vécu 2 phases de ma vie hors de ma patrie, l'Italie. Ces 2 phases de ma vie étaient en France. La première à Strasbourg, la deuxième à Paris. La première à Strasbourg avant le marché unique, la deuxième à Paris après le marché unique. J'étais à Strasbourg parce que mon père travaillait à Strasbourg et non pas dans les institutions internationales. Il travaillait là. Et moi, j'étais le fils d'un immigré italien en France. Je suis revenu à Paris en tant que citoyen européen qui travaillait à Paris en 2015. Vous voyez la différence. Grâce à Jacques Delors et au marché unique qui nous a donné la citoyenneté européenne. Et cette différence, c'est une différence qui change la vie des gens. C'est une différence qui change l'activité des entreprises, des prestataires de services, des universités. Après, évidemment, on a eu toute une série de grandes réalisations. On est là grâce à cette réalisation. On a fêté le trentenaire et je pense que cette année commençait la conférence Jacques Delors avec cette référence est quelque chose de très, très important. Mais évidemment, on est là à la conférence Jacques Delors pour conclure l'année de l'Académie Jacques Delors. Et cette année de l'Académie Notre Europe est une des plus grandes et positives réalisations de toutes ces années. Et je veux remercier vraiment tous ceux qui ont cru tout de suite, se sont engagés tout de suite dans cette idée, de faire en sorte que l'Institut ne soit pas seulement un lieu de recherche, d'activité, mais soit aussi le lieu des jeunes. Premièrement, faites-moi remercier Sébastien Maillard. Je le remercie parce que Sébastien va bientôt terminer son job de directeur de l'Institut Jacques Delors. Il va poursuivre d'autres objectifs dans sa vie familiale, personnelle. Il va passer la Manche, il va aller à Londres. Donc on le remercie chaleureusement. Merci Sébastien pour tout ce que tu as fait pour l'Institut. Mais faites-moi remercier aussi la première directrice de l'Académie, celle qui a lancé tout avec son expérience et qui est là, Imola Streo. Merci Imola. Et évidemment, nous ne serons pas là sans le travail courageux, déterminé, important, toujours souriant de Sofia Fernandez. Évidemment, de toute son équipe, de tous les partenaires, de tous ceux qui rendent possible cet événement, y compris évidemment la ville de Paris et cette fantastique Académie du climat qui nous accueille aujourd'hui. La jeunesse, les jeunes et évidemment le climat. Pour une année qui s'ouvre, parce que nous clôturons une année, mais évidemment nous avons déjà le regard à la prochaine. Et la prochaine conférence Jacques Delors devrait se passer exactement les jours des prochaines élections européennes. Parce que dans 12 mois, on va être exactement dans les jours clés des élections européennes. On dit toujours, j'ai une longue expérience de ça, je pense que Franz peut confirmer,
Avant une élection, on dit toujours « les prochaines élections vont être les élections les plus importantes ». C'est typique. Mais imaginez-vous ce que ça va être l'année prochaine. L'année prochaine, les États-Unis vont voter, l'Europe va voter, le Royaume-Uni va voter, tous ensemble, la même année, dans le moment où la démocratie est sous attaque, sous pression, et nous avons tous devant nous l'idée que la démocratie n'est pas donnée pour toujours, qu'il faut la réinventer chaque fois. Et c'est grâce à l'engagement des jeunes qu'on va faire ça. C'est pour ça que l'Académie est si importante, c'est pour ça que l'effort pour l'année prochaine va être pour nous tous si important. Avec toutes les réalisations de changements sur la démocratie, avec l'introduction de nouveaux instruments de démocratie participative, avec la possibilité de faire en sorte que chacun d'entre nous comprenne que l'Europe du futur va être celle que nous voulons que l'Europe devienne. En sachant que les élections de 2019, comme ça je fais un bridge naturel vers le discours que Frans Timmermans va nous délivrer, rappelons-nous ce que ça a été les élections de 2019. Le sujet principal a été le changement climatique. Et les réalisations les plus importantes ont été les réalisations de la Commission en matière de changement climatique. Cette législature européenne restera dans l'histoire comme la législature qui a changé la direction de marche de l'Europe et du monde entier sur ces sujets. Mais tout ça a pu se passer parce que, en 2019, les électeurs ont donné une direction de marche très claire. C'est pour ça que la Commission a eu un vice-président comme Frans, un premier vice-président comme Frans, qui a œuvré dans cette direction. Et alors, je le dis très clairement, et je le dis surtout aux jeunes qui sont ici. Il faut tous nous engager pour éviter que les prochaines élections, les élections de 24, soient considérées comme les élections du retour en arrière. Parce que la perception du fait que, aujourd'hui, on commence à avoir peur des conséquences concrètes de ce qui va se passer, commence à avoir peur de nos propres et de nos mêmes choix, commence à se dire peut-être il faut retourner en arrière, il faut avoir d'autres priorités. Eh bien, nous disons ici non, il faut aller de l'avant. Il faut regarder au futur en sachant que dans les dernières 4 années, on a tous vécu les changements climatiques dans nos vies. Et nous voulons que le futur de la planète soit un futur positif, prospère, et que, évidemment, nous soyons en mesure d'appliquer concrètement ce leadership que l'Europe a pris pendant les dernières années. Je termine en disant que ce n'est pas un cas que nous soyons à Paris aujourd'hui. La conférence de 2015 à Paris a donné la direction de marche. L'Europe a pris le leadership. Et à nous tous de comprendre qu'il est vrai, l'Europe peut être leader du futur. Je le dis parce qu'on est tous trop de fois avec l'idée que nous, on est le passé et que les autres, c'est le futur dans le monde, que ce soit à l'Est ou que ce soit à l'Ouest. Eh bien, la question climatique a démontré, qui est la plus importante question du futur, que c'est nous, les Européens, qui avons la capacité de prendre ce leadership pour le futur. Alors, on est là aujourd'hui pour faire exactement ça. On va commencer de la meilleure des façons, en écoutant le plus grand aujourd'hui des leaders européens sur ce sujet, Frans Timmermans, avec sa capacité, avec sa proximité aussi à notre vie de l'Institut. Nous le remercions parce que nous avons toujours eu son attention, son soutien, et le fait qu'il soit là aujourd'hui, dans une journée très importante, dans des journées, dans une période très importante. Le mois de juin est un juin très particulier toujours dans la vie européenne. Tout se presse pour arriver à la fin du semestre.
le semestre suédois cette fois-ci. Eh bien, merci Frans d'être là. Merci à vous tous d'être là pour l'écouter, pour le challenger avec vos questions. J'espère que vos questions seront très demanding, très challengeantes. Et merci vraiment pour cet engagement que vous portez. Je vous demande de multiplier cet engagement pour les prochains 12 mois, pour nous retrouver ici, capables, au mois de juin de l'année prochaine, de considérer que le futur de l'Europe va être encore et encore davantage le futur du grand leader en matière de changement climatique. Merci à tous. Frans, à toi la parole. Merci beaucoup Enrico pour ces mots trop gentils. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ici et j'avais une petite réflexion sur ma première rencontre avec Jacques Delors il y a très très longtemps. Quand il m'a invité, il dit « Monsieur Timmermans, vous allez m'expliquer le modèle social néerlandais parce que j'y suis très intéressé, très attaché, parce que vous avez trouvé aux Pays-Bas un accord entre syndicats, patrons et gouvernements pour limiter la croissance des salaires et en échange de donner l'espace pour des investissements, etc., etc. » Et bon, moi, je m'avais bien préparé, j'entre dans son bureau et je commence mon petit exposé. Et après 5 minutes, il m'interrompt, il commence à parler. Il n'arrête plus. Il connaissait le système beaucoup mieux que moi. Mais il voulait simplement avoir quelqu'un avec lequel il pouvait échanger quelques idées. Et à partir de ce moment, j'étais vraiment ce monument européen qui était tellement à distance de nous, simples mortels, est devenu pour moi un homme avec des idées très claires, un homme avec un cœur grand, un cœur social, un homme d'une même souche que moi-même, de gauche, mais aussi chrétien. Donc, pour moi, Jacques Delors, ça a toujours été une inspiration et je ne pourrais jamais refuser une invitation de l'Institut Jacques Delors. Je suis venu ici par invitation pour parler avec vous de la crise climatique. La première chose que je voudrais dire, on doit se rendre compte qu'on est dans une période comme disait Jean-Claude Juncker, de polycrise. On n'a pas seulement à faire face à la crise climatique, on a à faire face au risque de l'écocide qui pose une même menace pour la survie de l'humanité que la crise climatique, mais qui, aujourd'hui, n'est pas encore assez perçue comme telle. Donc on a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. On est aussi au milieu d'une profonde révolution industrielle qui probablement est plus profonde que la première, parce qu'elle se déroule partout, sur toute la planète, avec une vitesse incroyable et avec des percées industrielles, économiques dans le domaine du digital et de l'intelligence artificielle qui remet en cause l'image même que nous avons de nous-mêmes en tant qu'humains. Des machines plus intelligentes que nous, qui sont capables d'une conscience de réflexion, qui savent qu'ils existent. Qu'est-ce qu'ils feront avec cette connaissance? Quel sera notre rapport avec eux? Comment est-ce qu'on peut assurer que cette nouvelle technologie se mette à la disposition des intérêts de l'humanité et non pas à ses propres intérêts? Ce sont des enjeux que l'humanité n'a encore jamais eus. Et je vois dans beaucoup de, surtout pays européens, c'est toujours une phrase qui me vient en tête quand je pense à ça, du président indonésien, quand j'avais parlé avec lui de ça, le président Widodo, il me dit, oui, la différence entre vous et nous, nous avons tout à gagner et vous avez tout à perdre. Et il faut se rendre compte l'effet psychologique de cette attitude. Si on a tout à perdre, et si on n'a pas au moins un échantillon d'optimisme pour le futur, on s'attache comme des fous au présent. Et donc,
on voit aussi qu'alors, pour paraphraser Marx, la nostalgie devient l'opium du peuple. On ne peut pas se permettre ça. Et je sais que les jeunes ici présents ne le veulent pas. C'est surtout un problème de ma génération, et ma génération qui a profité plus que d'autres générations des succès de nos ancêtres, a été élevée avec ce sentiment très fort de mes parents, des générations de mes parents. Prenez bien soin de vous-même, de vos intérêts. Et nous, on a élevé nos enfants, vous êtes là, avec la même maxime, mais changez un petit peu, prenez bien soin de nous. Et maintenant, on doit se demander, en tant que génération, et c'est là mon point de départ aujourd'hui, si on a tellement de respect pour nos ancêtres, est-ce que nous sommes bons ancêtres? Est-ce qu'on ne devrait pas développer le sens d'être bons ancêtres? Est-ce qu'il n'y a pas une beauté sans fin dans cette pensée que même si je fais quelque chose qui ne me rapporte rien, même si je dois faire un effort qui me coûte cher, je sais que mes petits-enfants et leurs enfants, peut-être, me considéreront comme bons ancêtres. Et on est tellement renfermé dans l'aujourd'hui, dans le hic et nunc en tant que génération, qu'on n'a pas encore compris la beauté d'être bons ancêtres. Et je fais appel à vous, les jeunes ici, de nous aider à comprendre ce concept, parce qu'on devrait le faire pour vous et vos enfants. Et je dis ça parce que j'ai reçu un doctorat il y a 2 mois à l'université de Delft aux Pays-Bas, et les professeurs de mon âge avec lesquels j'avais des échanges me disaient « Oui, nos étudiants, ils ont vraiment changé. Il y a 20 ans, nos étudiants, ils voulaient étudier très vite, avoir un beau diplôme, trouver un boulot chez Shell, acheter une belle bagnole, une maison, et ils ne veulent plus ça. » J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent alors? Ils veulent inventer des choses, ils veulent faire des start-up, ils veulent trouver la solution pour l'hydrogène, ils veulent trouver la solution pour le problème climatique, ils ont des idées pour faire face à l'écocide. Et donc, même si j'ai plaisanté avant en disant qu'on a vraiment assuré que nos enfants prennent soin de nous, quelque chose on a fait bien. Parce que votre génération, vous avez une bonne éducation, la plupart de vous. Vous êtes en bonne santé, vous êtes bien connectés grâce aux médias sociaux, mais grâce à Internet et autres moyens. Vous avez tous cette même lingua franca, le mauvais anglais, c'est la première lingua franca dans l'histoire du monde, d'ailleurs, qui est démocratique, parce que dans toutes les couches sociales, pratiquée. Ce qui est bien, ce n'est pas une attaque aux Français quand même, hein. Il faut quand même apprécier ça. Mais en même temps, vous êtes idéaliste d'une manière qui m'inspire tous les jours. Mes propres enfants, mes étudiants et tous les jeunes que je rencontre. Et c'est un idéalisme qui nous est un peu étrange. Pourquoi? Parce que c'est un idéalisme non idéologique. Et nous, ma génération, il y avait l'idéologie mariée avec l'idéalisme. Il n'y avait pas d'idéalisme sans idéologie. On avait besoin d'un système. Vous, non. Et je me demande, et c'est une question que je vous pose, je me demande parfois si vous ne seriez pas servi avec quelques systèmes. Parce que c'est l'heure pour vous de vous organiser mieux et de prendre en main toutes les institutions qui sont en mesure de nous mener dans un futur prospère. Il y a un livre récent que je veux mentionner ici, qui est paru il y a quelques semaines par un historien britannique, Christopher Clark, qui a aussi écrit un beau livre sur la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, et les raisons de la Grande Guerre, Sleepwalkers, mais qui maintenant vient de sortir un livre, 1848, où il décrit toutes les révolutions. C'était la première fois
que des révolutions cherchant du changement en société se produisent en toute Europe. Quelques exceptions là, mais presque dans tous les pays européens. Et je vois moi-même que ces révolutions étaient le résultat d'une révolution industrielle. Je prends cet exemple parce que je suis convaincu que la révolution industrielle que nous vivons aujourd'hui, combinée avec la crise climatique et le danger d'un écocide, nous mèneront à devoir récalibrer toutes les institutions, non seulement nos entreprises, notre modèle économique, mais nos institutions politiques, nos institutions sociales, nos institutions académiques. Tout le monde devra s'adapter à ces nouvelles contraintes ou bien perdre relevance et disparaître. C'est comme ça, quand il y a une révolution industrielle, ça ne sera pas différent maintenant. La seule chose, bien sûr, c'est quand on est au milieu d'une révolution industrielle, on n'en est pas conscient. Moi, j'étais en tant que diplomate en début des années 90 à Moscou. Il y avait des révolutions. J'étais là, très très proche de tout ce qui se passait, mais je n'avais pas l'impression de vivre des temps historiques. Hein. C'est seulement après qu'on le voit. Et donc, la crise climatique s'accélère. Le risque qu'on ne sera pas sous le 1,5 degré est très grand, presque inévitable. Mais si on applique les politiques qu'on a divisées, si on continue à investir dans les développements technologiques que nous voyons aujourd'hui, on aura moyen de retourner en dessous du 1,5. Mais pour cela, il ne faut pas tarder. On n'a pas le luxe de pause, ni dans la politique climatique, ni dans la protection de notre biodiversité. 60%, même plus, des terres européennes sont en mauvaise condition. On est en train de perdre nos abeilles. On est en train de créer des périodes de sécheresse qui éviteront la production agricole sur des surfaces énormes. Ce n'est pas parce qu'on mène une politique pour biodiversité, c'est parce qu'on continue avec des méthodes qui mènent clairement, scientifiquement validées à cette situation. Donc, si vous me suivez dans le raisonnement qu'on risque de tomber dans une situation d'utiliser la nostalgie comme opium du peuple, on risque alors de fermer nos yeux aux réalités scientifiques, aux faits, et on a besoin de vous, vous qui avez toujours au moins une étincelle d'optimisme ou le sens de la bataille pour le futur, de créer une société où on ne ferme pas les yeux pour les faits, où on a du respect pour la science, mais où on peut faire un appel moral. Parce que je vois les adversaires de la politique climatique. Bon, premièrement, ils disaient qu'il n'y a pas de crise climatique. Bon, c'est difficile à nier. Donc maintenant, c'est plutôt, oui, mais bon, vous allez trop vite, vous avez fait de la politique climatique une religion. Tout ça pour nier les faits, pour nier la base scientifique de nos politiques. Donc j'ai besoin de vous, de dire clairement, de prouver, d'annoter, de clarifier, de discuter que les faits sont clairs, que la science est claire, que l'enjeu est énorme, que les risques sont énormes, mais qu'on a des solutions. Le désespoir ne peut pas entrer en salle. Oui, on est inquiet, mais on n'est pas désespéré. Et avec le programme qu'on a mis en place, en bon français, le Green Deal européen, il fonctionne. Et non seulement en Europe, avec le Fit for 55, etc. Déjà, le fait qu'on a introduit cette idée de CBAM, du Carbon Border Adjustment Mechanism, qui veut dire qu'on corrigera aux frontières pour le risque d'une fuite carbone, a déjà mené aux Chinois qui introduisent maintenant aussi un système ETS, comme nous l'avons,
Inde qui est en train de développer la même chose. Cette semaine-ci, l'Indonésie qui m'annonce, oui, nous aussi on veut faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il faut mettre un prix sur le carbone, et en mettant le prix sur le carbone, on peut décarboniser notre société. Et en même temps, j'espère qu'on est en mesure de nous reconnecter avec nos agriculteurs, parce qu'au fond, ils savent très bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais il faut leur donner l'espoir qu'il y a une alternative pour les façons de production d'aujourd'hui. Il y a d'autres manières d'avoir un futur comme agriculteur et en même temps protéger la nature et en même temps protéger la sécurité alimentaire pour les Européens et pour le reste du monde. Donc je vous dis ça avec certaines inquiétudes et même, en même temps avec l'optimisme que vous soyez. L'ingénuité humaine ne connaît pas de frontières. Hein. Et moi, je sais que ce soir, vous aurez une présentation au théâtre. Moi, quand j'étais étudiant ici, pas à Paris, mais à Nancy, bon, il y a longtemps, hein, c'est juste après la maîtrise du feu par l'humanité. Mais à l'époque, j'ai joué dans une pièce de théâtre qui était La leçon de Ionesco, une pièce écrite en 1951, et c'est une réflexion sur l'absurdisme de l'autocratie et du paternalisme et du sexisme. Un professeur complètement dingue qui impose ses idées dingues à une fille qui commence très ouverte et joyeuse et qui termine assassinée par le professeur avec des idées farfelues imposées par le professeur parce qu'il a l'autorité. Et on a toujours, en tant qu'Européens, de vivre dans une période où le rationnel, les faits sont écartés en faisant appel à l'autorité. Et l'autorité, des fois, prend des formes démocratiques. Hein. J'ai raison parce que j'ai la majorité. Et dans une démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, je fais appel à vous de ne jamais perdre l'esprit du débat critique, d'avoir une ouverture aussi envers celles et ceux qui ont des positions, des visions, des idées que vous rejetez, que vous n'aimez pas, que vous trouvez même dégoûtant. Mais si on perd l'esprit du débat dans une démocratie, si on écarte des gens parce qu'ils ont des idées mauvaises, ces gens ont l'idée qu'eux, comme personne, sont écartés. Et on n'a pas le luxe d'écarter des personnes dans notre société. Donc, si on veut maîtriser ces crises, ces polycrises, il faut savoir qu'on doit revoir pas mal de nos institutions et qu'on peut faire ça uniquement si on ne laisse personne au bord de la route. Personne du point de vue social, personne du point de vue politique, personne du point de vue international. C'est ça l'enjeu. Ça ne sera pas facile, mais avec votre aide, on y arrivera. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Monsieur le Vice-président. On retiendra votre optimisme inquiet. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je vous présente, hop, je pose mes notes. Je vous présente des jeunes de l'Académie Notre Europe. Des jeunes gens qui ont travaillé, qui ont justement essayé de réfléchir à ces questions, à tout ce dont vous avez commencé en fait à nous adresser quelques éléments. Comme nous sommes déjà un peu en retard, je vais proposer tout de suite à Giulia Cibrario. Giulia, vous êtes italienne, diplômée de Sciences Po. En master Affaires européennes et politiques publiques, vous travaillez dans le domaine de la démocratie participative, notamment du côté des collectivités territoriales en France et à l'étranger. Et vous avez une question pour Frans Timmermans. Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, au nom de la promotion Louise Weiss de l'Académie de Notre Europe, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui.
Hier soir, je re-regardais votre discours que vous avez tenu à l'issue des débats au Parlement européen avant l'adoption du Green Deal. J'ai retenu 2 choses en particulier. D'abord, que justement l'urgence climatique est le sujet clé du mandat de la Commission von der Leyen, où vous êtes vice-président exécutif. Et de l'autre, le niveau d'ambition et de complexité de ce chantier qui vise d'un côté à transformer radicalement nos modes de production et de consommation et de l'autre à investir énormément d'argent dans la cause. Ce sont des mesures qui vont donner des résultats à long terme dont on doit avoir le temps de voir l'impact et les résultats. Ça, c'était en décembre 2019. À partir de là, on était confronté à 2 crises, 2 défis majeurs, le Covid d'abord et l'invasion de l'Ukraine par la Russie d'après. Et on a vu les États européens répondre à ces 2 crises. Et parfois, ces réponses n'ont pas été alignées avec l'agenda climatique. Je pense notamment à certaines mesures en matière d'énergie faites par certains États européens. Et donc ma question, justement, porte sur ça. Comment l'Europe assure la mise en œuvre du grand chantier et ambitieux chantier de long terme des politiques climatiques dans un monde où on est confronté à des crises qui nous demandent des réponses et des réactions à court terme? Merci beaucoup. Merci pour le microphone. Tout d'abord, je crois que cette guerre horrible déclenchée par Poutine a vraiment causé un renforcement du besoin de la transformation énergétique en Europe. Donc là, le Green Deal a été quand même avancé plus vite. Et on voit, par exemple, l'année dernière, on a su utiliser 20% moins, presque 20% moins d'énergie en Union européenne parce que nos citoyens, nos entreprises se sont rendus compte qu'il fallait vraiment baisser les prix, baisser en tout cas la facture, et ils ont pu réduire la consommation énergétique de 20% en un an. C'est quand même remarquable. On a pu réduire 80% des achats de gaz de la Russie en un an. C'est quand même remarquable. Ça n'a pas mené à une crise en société ou une crise économique ou une perte de croissance grande. Donc, du point de vue de la transition énergétique, cette guerre a mis l'Europe devant des faits très clairs. On n'a presque pas de pétrole, on n'a presque pas de gaz naturel, on a un peu de charbon, mais pas beaucoup. Donc, pour nous, le futur, c'est les renouvelables. Bon, en France, on y ajoute tout de suite le nucléaire, mais ça, c'est un sujet qui divise un peu l'Union européenne. Mais en tout cas, on a besoin d'énergie qui n'ont pas d'émissions, et c'est impératif parce qu'on n'a pas d'alternative nous-mêmes. Donc, cette transition énergétique avance, et avance très bien, même à l'échelle mondiale. Cette année-ci, les premiers 4 mois de cette année-ci, la Chine a installé 43 gigawatts de solaire. Ce sont des montants incroyables. Donc, ce développement va de plus en plus vite. Là où c'est devenu plus difficile, c'est du côté protection nature. Donc, comme j'ai expliqué, on ne peut pas sauver le climat sans sauver la nature. Ces deux vont ensemble. Mais il y a eu cette peur pendant un certain temps, il y aura un manque de nourriture. Et si on dit aux Européens, il n'y aura pas assez de nourriture, on parle au centre de notre cerveau animal. Hein, donc la réaction sera toujours très forte. Et alors, si on dit ça, les faits ne jouent plus le rôle qu'ils devraient jouer. Il n'y a pas de peur, il n'y a aucune raison de craindre une pénurie de nourriture en Union européenne, mais on a facilement, pour protéger les intérêts surtout de l'agro-industrie, on a facilement propagé cette fausse réalité. Donc la conséquence en est, et je le dis ouvertement, que c'est devenu beaucoup plus difficile pour nous de trouver des majorités au Parlement européen, au Conseil, pour la partie protection nature du Green Deal. Mais il faut se rendre compte, et je dois vraiment le souligner ici, sans protection de la nature, quand on n'est pas en mesure de donner à la nature l'opportunité de se reprendre, et la nature sait faire ça d'une manière incroyable si on la laisse en paix pour un certain temps, si on ne donne pas cette possibilité à la nature, le Green Deal fera faillite, parce que
une grande partie des mesures que nous avons décidées dépendent de la capacité de la nature de capter du carbone. Et une terre morte ne capte pas de carbone. Une forêt morte ne capte pas de carbone. Donc il faut vraiment, et je vous implore de m'aider, convaincre nos citoyens que la protection de la nature fait partie de notre campagne contre le changement climatique. Et je vais vous présenter Nathan Raymond. Nathan est étudiant en sciences politiques, président de Ensemble pour une Europe des cultures, une association de promotion de l'Europe par la culture, comme son nom l'indique. Merci, bonjour Monsieur Timmermans. D'abord, merci pour votre discours inspirant et qui donne plein d'espoir. J'aimerais vous interroger sur la politique industrielle verte de l'Union européenne et précisément sur deux enjeux auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Notamment, on a un cap aujourd'hui qui est celui de la neutralité carbone à horizon 2050, qui passe en partie par le passage au tout électrique et qui implique un ensemble de dépendances stratégiques, notamment sur la question des batteries à l'égard de la Chine. Et on a aussi l'IRA américain qui accroît la menace de délocalisation d'industries vertes européennes sur le sol américain. Et donc dans ce contexte, ma question en fait est double. Comment l'Union européenne envisage-t-elle le passage au tout électrique tout en limitant toutes ces dépendances stratégiques? J'ai parlé de la Chine, mais elle est loin d'être la seule. Et enfin, comment l'Union européenne compte-t-elle soutenir l'industrie verte européenne face à la concurrence américaine? Merci. Bon, premièrement, je crois qu'il faut se rendre compte qu'on a perdu pas mal de temps en pensant qu'on n'avait pas besoin de voitures électriques et que nous, Européens, nous sommes tellement capables à construire des thermiques qu'on irait continuer ça pendant des générations. Donc, le développement qui s'est produit en Chine et en Corée, d'il y a 10 ans, 15 ans, on est arrivé un peu tard à la fête. Donc, on a besoin de rattraper cela. On ne peut que rattraper cela si on fait des inventions, si on invente de nouvelles technologies pour les batteries, si on invente des batteries circulaires, qu'on peut réutiliser, réfabriquer, etc. Si on invente des batteries plus légères, plus performantes et qui n'ont pas besoin de ces produits très rares qu'on ne peut pas trouver et qui ont tendance à créer des conflits politiques ou militaires. Et on est en train de faire ça. Il y a un investissement à Dunkerque maintenant, je crois, de 5 ou 6 milliards d'euros dans une usine qui fabriquera des batteries soi-disant sèches. Donc ça veut dire des batteries qui ne sont pas basées sur le lithium comme d'autres batteries principales qui maintenant sont construites en Chine. Donc si on veut vraiment faire partie de ce développement, on doit aller en avant. On ne peut pas aller en arrière. Et je crois qu'on a la capacité. Bien sûr, IRA pose pas une menace, mais quand même un défi. On voyait que, je crois, à l'échelle mondiale, ces dernières années, 40% des investissements dans le développement des batteries venaient en Union européenne. Depuis IRA, c'est descendu à 2% ou 1%. Et on verra si c'est un effet temporaire ou un effet structurel. On verra. Mais moi, je ne peux pas condamner les Américains pour investir tellement dans le changement de leur industrie vers une industrie plus verte. C'est bien qu'ils le fassent. Mais en même temps, on a un intérêt en commun, qu'on n'affaiblisse pas ni les États-Unis ni l'Europe en entrant dans une guerre protectionniste. Les seuls qui en profiteraient, ce seront les Chinois. Donc il faut quand même alors diviser une façon de stimuler la propre industrie sans pour autant tomber dans le piège du protectionnisme. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Je vous donne un exemple très concret, et c'est aussi une réponse à votre deuxième question. J'étais en Inde la semaine dernière, et ils ont vraiment la volonté de travailler de plus en plus avec nous pour développer des chaînes de production, des conglomérats industriels, surtout dans les renouvelables. Donc pour bâtir des pylônes pour les éoliennes, des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des électrolyseurs, etc. Mais je leur ai dit, oui, bonne idée, oui, on a besoin de technologie, oui, je comprends. Mais nous, Européens, on ne veut pas répéter l'expérience des panneaux solaires qu'on a eue il y a 20 ans.
On les a inventés, on les a subventionnés massivement, surtout en Allemagne, et puis les Chinois ont dit merci beaucoup, et maintenant on dépend des Chinois pour les acheter. Ça, c'est une façon qu'on ne veut pas répéter. Et en Inde, on m'a dit, on comprend. Donc, on trouvera des solutions de maintenir une structure économique qui vous fait partie de cette structure complète, sans vous enlever ce que vous avez inventé. Thierry Breton a quelques idées là-dessus. On pourrait dire, par exemple, 40% de ce que se développe en Europe sera aussi produit en Europe. On aura des enjeux assez sérieux parce que la main-d'œuvre en Europe, ça ne se trouve pas facilement. En même temps, ça nous donne un chiffre que vous ne connaissez peut-être pas, mais 25% de la main-d'œuvre en Europe doit être qualifiée pour un boulot complètement différent du boulot actuel. Et 25% doit avoir des qualifications supplémentaires sur les qualifications qu'on a aujourd'hui. Donc la moitié de la main-d'œuvre en Europe, la moitié des gens avec des boulots devront apprendre des choses supplémentaires. On doit mettre notre société en position de le faire. On doit mettre des moyens publics en position de soutenir ce développement. Et là, c'est ça l'enjeu. Si on fait ça, moi je vois un futur remarquable pour une industrie européenne parce que l'avantage que nous avons vis-à-vis des Américains, pour eux, c'est le fric. Hein. On met le fric sur la table et vous vous arrangez. Pour nous, c'est aussi la stabilité légale. On crée une stabilité pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans pour que l'industrie soit consciente des contraintes légales et des demandes qu'on a sur la production et la façon de mettre les choses sur le marché. C'est une stabilité qu'ils n'ont pas en Amérique. Parce qu'en Amérique, je suis convaincu, IRA sera aussi, s'il y a un président républicain, ils vont maintenir IRA parce que c'est surtout Business USA qui le veut, donc aussi les républicains seront à bord. Mais sur la réglementation, on n'est pas sûr. Là, il y a un élément d'instabilité aux États-Unis que nous, Européens, pouvons éviter. Et c'est un atout qu'il faut vraiment mettre en jeu si on veut avoir cette opportunité, si on veut créer des emplois à long terme qui donneront un peu plus d'optimisme à la main-d'œuvre européenne qui, aujourd'hui, disons-le clairement, en général, est plutôt pessimiste. Et donc là aussi, j'ai besoin d'une étincelle d'optimisme aussi à cette échelle, non seulement chez vous avec votre éducation au niveau universitaire, mais aussi avec des gens qui dépendent dans des usines et dans la manufacture et dans le commerce d'un boulot, disons, à tous les niveaux. Merci beaucoup. Fatma Akar, vous êtes franco-turque, diplômée du master Méditerranée-Moyen-Orient, responsable du pôle événementiel au sein de l'association Les Jeunes Européens de Strasbourg. Vous préparez actuellement le concours d'Orient du ministère des Affaires étrangères. Bonjour à tous. Merci monsieur Timmermans pour votre présence ici à ce bel événement qui est la conférence Jacques Delors. Ma question à moi portera sur la biodiversité en Europe. Donc, comme on le constate chaque jour, le changement climatique est en train de modifier donc, profondément notre milieu naturel. En Europe, notamment, pour faire face à la biodiversité, enfin, à la détériorisation des écosystèmes, où seuls 15% des habitats seraient encore en bon état, selon l'Agence européenne pour l'environnement. La Commission a adopté il y a 1 an une loi ambitieuse sur la restauration de la nature. Cette loi elle prévoit des objectifs juridiquement contraignants et aussi l'octroi de 100 milliards d'euros aux États membres pour atteindre ces objectifs. Donc, depuis cette proposition de loi, de nombreux désaccords et divergences ont été mis en lumière entre les États membres qui ont souligné donc, des difficultés comme le manque de financement ou encore l'impact socio-économique des mesures qui ont été envisagées. Donc, il y a urgence et pourtant les États membres demandent plus de temps pour agir.
Donc ma question serait, quelles sont les mesures de restauration envisagées par cette loi? Quels sont les blocages qui sont entraînés aussi? Et comment l'Union européenne entend s'assurer du respect des obligations par les gouvernements? Merci pour votre question. C'est une question essentielle dont on parle maintenant au Parlement européen. Pascal Canfin vient d'entrer, c'est lui le président du comité de la commission de l'environnement au Parlement européen. Il prend ça en charge avec beaucoup d'énergie et avec une très grande intelligence. Le problème, comme j'ai dit dans mon intervention, c'est que pour la plupart de nos concitoyens, l'urgence de la crise climatique est perçue plus clairement que l'urgence du risque de l'écocide. Et donc, ça donne à ceux qui veulent ralentir le processus un peu d'espace, un espace qu'ils n'ont pas quand on parle de la crise climatique. Et à l'heure actuelle, clairement, ils veulent utiliser cet espace. En même temps, je dois être très clair encore une fois, le Green Deal a besoin aussi du volet nature. Sans volet nature, il n'y a pas moyen de protéger l'Europe et le monde contre la crise climatique. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bon, tout d'abord, j'espère que, bon, vous connaissez sans doute les procédures européennes, mais on a fait une proposition. Maintenant, le Parlement européen doit chercher une position de négociation en commun, de voir une majorité pour ça. Le Conseil doit faire la même chose. Le Conseil, je l'espère, avant la fin du mois, encore sous la présidence suédoise, sera capable de trouver une position en commun. Ça sera une position qui ne sera pas, qui sera sur certains points éloignée de la proposition de la Commission. J'espère alors ensuite le Parlement puisse aussi prendre position, et puis on ouvrira une négociation. Mais je veux souligner l'importance de cette loi. Vous savez que la base de nos décisions sur ce qui s'appelle le Fit for 55 sur le climat, transition énergétique, réduction des émissions, etc., c'est la loi climat. La loi climat, c'est un grand succès aussi du Parlement européen d'avoir négocié la loi climat qui contraint les États membres de réduire les émissions avec au moins 55% d'ici 2030, en comparaison avec 1990, et d'arriver à la neutralité climatique en 2050. C'est une loi, c'est contraignant. Et moi, je crois que la proposition sur la nature qu'on est maintenant en train de discuter, Nature Restoration, pour la restauration de la nature, c'est la loi climat pour la nature. Donc c'est d'une importance comparable. C'est le fondement des mesures qu'on doit prendre après pour mettre ça en œuvre. Et je dois répéter très clairement, parce que c'est très souvent oublié, cette loi ne contraint pas les États membres d'arrêter des activités économiques dans des zones où on doit rétablir la nature, on doit laisser la nature se rétablir. Donc on peut combiner des activités agricoles, énergétiques et tout ça, et en même temps rétablir la nature, parce que cette nature que nous avons, qui est en très mauvais état, si on la laisse en paix, si on la donne un coup de main, elle se rétablit avec une vitesse incroyable. La résilience de notre nature est incroyable, mais il faut l'aider, et c'est ça la base de cette législation. Mais il ne faut pas, parce que dans mon pays, on dit Timmermans est devenu fou parce qu'il va créer, tous les Pays-Bas seront zones protégées. C'est pas ça le genre de la législation. Le genre, c'est de dire on va donner aux espèces une chance de se rétablir. Et on le fait parce que la rétablissement des espèces, ce n'est pas uniquement bon pour capter le carbone, c'est un atout économique, c'est clair, ça aide la croissance, ça aide les emplois. Le contraire, c'est que quand la nature meurt, il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas de production agricole, et il y aura des frais incroyables, difficilement apportés par la société. Et la dernière chose que je veux dire, et je crois qu'il faudrait quand même insister un peu là-dessus, on peut, par exemple, s'engager avec
pas mal de parties de notre industrie et de notre économie qui, peut-être, ne sont pas très claires, mais qui veulent cette loi. Je vous donne un exemple. L'industrie qui produit l'énergie renouvelable nous a supplié continuer avec cette proposition parce que ça nous aide à implanter plus d'éoliennes, ça nous aide à implanter plus de panneaux solaires parce qu'on peut combiner la production d'énergie renouvelable avec la production avec la rétablissement de la nature. Donc, ce sont des fausses contradictions qu'il faut vraiment éviter du débat. Merci beaucoup. On arrive à la dernière question. Elle vous sera posée par Rémi Grimard. Vous étudiez à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes responsable pour une organisation politique de jeunesse du volet formation pour la préparation des élections européennes de 2024. Et là, je vais mettre un temps, monsieur le vice-président. Okay. On a 3 minutes. Okay. Merci de votre compréhension. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le vice-président. Bonjour à toutes et tous. Dans le cadre de cette promotion de l'Académie, orientée cette année vers la transition écologique, nous avons effectué une convention citoyenne pour le climat, et dans laquelle est issues des propositions concrètes, comme l'interdiction de vol de moins de 2h30 s'il y a une possibilité en train, ou instaurer un repas végétarien dans les cantines publiques, ou bien encore interdire la publicité lumineuse entre 22h et 7h du matin en Europe. Et ainsi, après l'adoption du volet Fit for 55 du Green Deal européen, il y a encore beaucoup de travail pour arriver au zéro émission nette en 2050, que l'Union européenne devient le premier continent neutre en carbone en 2050. Cependant, alors que certaines personnalités politiques prônent une pause environnementale, une pause réglementaire environnementale en termes de normes européennes, et que les futures élections européennes approchent, quelle suite pouvez-vous donner au Green Deal pour arriver à cet objectif de zéro émission nette en 2050 et quelles propositions allez-vous proposer dans cette campagne politique qui commence les élections européennes? Je vous remercie. C'est une belle question et je n'ai que 2 minutes pour y répondre. 3 minutes, d'accord. Premièrement, j'aimerais bien qu'on essaie de trouver un consensus dans la société où on dit combattre le changement climatique, ce n'est pas un débat de gauche ni de droite, c'est un débat de toute la société. Donc, il y a des tentatives de manipuler le combat contre le changement climatique et de tirer ce combat dans les guerres culturelles qui maintenant font partie de notre réalité politique et surtout quand les élections s'approchent, ça sera encore pire. Et c'est mon plaidoyer le plus fondamental aujourd'hui, c'est un piège qui mène à la paralysie. Et on n'a pas le temps d'être paralysé sur ces questions. On n'a pas le temps. Je crois vraiment qu'il faut comprendre qu'on n'a pas le temps. Et si on voit que c'est un enjeu pour l'humanité entière, c'est quand même intéressant que c'est le seul sujet où, par exemple, la Chine s'engage à 100% et ouvertement. Parce qu'ils disent, oui, on a nos conflits avec les Américains, à certains points aussi avec les Européens, mais cette question, ça va au-delà des conflits. Et pourquoi on n'est pas capable dans nos sociétés de mettre ça en évidence? Et je appelle à vous tous de ne pas laisser ça tirer dans oui, le climat, c'est pour ceux qui habitent à Paris, qui ont beaucoup de fric, qui ont leur Tesla, qui bouffent seulement du tofu, etc., etc. Et nous, les pauvres, on est là, on est tout seuls. C'est la plus grande question sociale de notre génération, la justice climatique. La justice sociale et la justice climatique, c'est exactement la même chose. Parce que s'il n'y a pas de justice climatique, il n'y aura pas de justice sociale. Et sans justice sociale, on n'aura pas de soutien de nos populations pour la justice climatique. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et c'est aussi votre devoir dans les années qui viennent pour convaincre les vôtres et les autres que c'est l'enjeu principal politique de notre génération et de votre génération. Et deuxièmement, et j'en termine, si on laisse la nostalgie dominer tous les sentiments, si on évite de retrouver le sentiment qu'on est capable de résoudre ça et qu'on a quand même le droit d'être un peu optimiste par le futur, on reste prisonnier d'aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut éviter ça? Et encore une fois, un appel à vous.
on sait très bien ce que ça coûte, la transition écologique et énergétique. On sait très bien. On ne sait pas aussi bien ce que ça coûte ne pas agir. Et moi, j'aimerais quand même qu'on développe des modèles économiques qui nous donnent la possibilité de démontrer avec des chiffres que le coût de la non-action est beaucoup plus haut du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique, que le coût de l'action. Et je le dis avec des mots, et j'aurais pas dû le faire, mais bon, ça aurait pas dû être mon final, mais je fais quand même. Si on ne fait pas ça, vous, et si pas vous, vos enfants, mèneront des guerres pour l'eau et la nourriture. C'est si simple que ça. Et ce n'est pas inévitable. Mais penser que ne faire rien veut dire que tout reste comme c'est aujourd'hui, c'est faux. On doit vraiment cultiver notre jardin. Et comme ça, je termine par Voltaire. Merci beaucoup.